Bonsoir et bienvenue dans ces lettres de l'âme d'Amel. Alors, pour ceux qui découvriraient cette émission, petit rappel, chaque semaine, Amel prend un cas d'un courrier qu'elle a reçu de quelqu'un qui lui expose un problème. Alors, ça peut être un problème personnel, un problème de couple, un problème relationnel, un problème au travail, de santé spirituelle, etc. Et puis, comme Amel est thérapeute, eh bien, elle donne son point de vue, ses conseils, ses aides pour que la situation se débloque. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons reçu un courrier d'Émilie de Paris qui nous écrit un petit peu catastrophée suite à l'émission d'ailleurs que nous avons faite la semaine dernière sur l'adolescence, comme quoi elle a retrouvé une boulette de shit dans le pantalon de son fils en faisant sa lessive. Et donc, elle demande à Amel qu'est-ce qu'elle doit faire. Est-ce qu'elle doit faire la méthode transpotting, c'est-à-dire l'enfermer dans une pièce confinée et le faire fumer jusqu'à ce qu'il explose, ou est-ce qu'il y a autre chose à faire? Voilà. Et bien, on va demander à Amel. Bonsoir Amel. Bonsoir Antoine, bonsoir Émilie, bonsoir tout le monde. Oui, effectivement, la question d'Émilie est tout à fait légitime et l'inquiétude d'Émilie est tout à fait légitime. Donc non, je te rassure, la méthode d'enfermer son enfant en attendant que ça passe n'est pas très très adaptée, on va dire ça comme ça. Déjà, avant de partir dans une dynamique de répression et de se dire mais qu'est-ce que je peux faire, il faut se poser une question. Quel est le message? Qu'est-ce que cela représente pour lui? Pourquoi est-ce qu'il s'est tourné vers le shit ou autre, drogue évidemment. Pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de faire ça? Est-ce que c'est dans une dynamique récréative pour passer le temps, parce que ça fait un effet de mode, parce que c'est bien d'être avec des copains, etc. Ou est-ce que au contraire, ça va avoir pour lui une dynamique plutôt antidépressive? Calmer une anxiété, calmer une angoisse, un mal-être. Donc déjà, il faut faire la différence entre les deux. Quand vous trouvez ce shit, la stratégie, si je peux me permettre, c'est dans un premier temps voir où vous en êtes dans votre dialogue. Donc le soir même, quand vous le voyez, vous lui dites écoute, après le dîner, sans lui dire de quoi il en retourne, après le dîner, nous allons discuter ensemble parce que il y a des choses que je dois te dire et sur lesquelles nous devons échanger. Il faut bien inclure que c'est pas un rapport où vous allez lui balancer, excusez du terme, des accusations, mais vous allez rentrer en discussion avec lui parce qu'il y a quelque chose de grave dont vous devez lui parler. Vous ne lui dites pas de quoi il en retourne. Si les deux parents sont divorcés, débrouillez-vous que les deux parents soient présents, parce que là, c'est un sujet où les deux parents doivent faire front ensemble, parce qu'évidemment, là, il peut jouer sur la séparation des parents. Si il n'y a pas un des parents et qu'il y a un seul parent qui joue le rôle des deux, vous assumez, je dirais, le rôle à ce moment-là. Donc, quand vous vous retrouvez face à lui, surtout, ne l'accusez pas de tu as fait ci, tu as fait ça, parce que plus vous allez l'agresser dans le verbe, plus il va se fermer. Et s'il se ferme, il n'y a plus de communication et il risque au contraire de rentrer dans une escalade de consommation. Donc, le principe, c'est de l'inclure en lui disant que vous êtes inquiète pour lui, vous êtes inquiet pour lui, que vous l'aimez, que vous avez trouvé quelque chose en faisant la lessive, que vous n'avez absolument pas fouillé dans sa chambre, parce qu'il faut bien rappeler que vous ne fouillez pas, que vous ne faites pas des, entre guillemets, perquisitions, puisque son espace, c'est son intimité, et l'intimité d'un adolescent, elle est extrêmement vitale pour son équilibre psycho-émotionnel. Donc, vous lui expliquez que vous avez trouvé quelque chose et que ce quelque chose est quelque chose de nocif. Ce n'est pas parce qu'il est naturel qu'il est innocent dans son interaction. Par contre, vous ne donnez pas l'âge de votre enfant. Il faut savoir que tout dépend de l'âge de votre enfant. S'il a moins de 15 ans, c'est évident que vous devrez faire intervenir un thérapeute, une personne extérieure, pour qu'il entende qu'en fait, en commençant très tôt, il va rentrer dans un cycle de dépendance. Il faut savoir qu'il y a un délai de 18 mois entre le 1er juin et la dépendance. Dans ce délai de 18 mois, vous pouvez inverser la tendance. Au-delà des 18 mois, vous avez affaire à une personne qui est dépendante. Ça, c'est important à poser. Donc, si votre adolescent a plus de 15 ans, à ce moment-là, il faut voir dans quel cas de figure vous vous retrouvez. Si vous lui expliquez
et c'est la réalité, que la dose de THC qu'il y a dans un joint aujourd'hui en 2018-2019 n'est absolument pas la même que celle d'il y a 20 ans parce qu'elle est 20 fois plus concentrée. Les dégâts au niveau du cerveau, au niveau du système nerveux central sont importantes. Soyez pédagogue avec lui, montrez-lui des vidéos où on peut voir des ados qui ont fait des bad trips et qui se retrouvent handicapés, qui sont maintenant incapables de parler, marcher, se mouvoir et qui le regrettent. Il faut que vous ayez non pas une éducation, je dirais, de répression, mais vraiment où vous lui montrez que par amour pour lui, vous voulez le protéger. Parlez-lui aussi d'un élément où les adolescents, des fois, mésestiment la chose, c'est l'aspect judiciaire. Ça a l'air idiot, mais quand vous lui expliquez que d'un point de vue pénal, parce que lui cherche les limites, mais quand vous lui expliquez que d'un point de vue pénal, il risque des années de prison et une amende qu'il ne sera incapable de payer, puisqu'évidemment, il n'est pas censé avoir 3 000, 5 000 ou 4 000 euros sur lui, en moyenne, en général, cet aspect-là peut être très dissuasif. Parce que les adolescents peuvent être des provocateurs, mais ils connaissent aussi leurs limites. Et la prison, c'est vraiment pas une case par laquelle ils souhaitent passer en général, d'accord? Donc, d'un côté, vous lui expliquez ce qu'il risque d'un point de vue judiciaire, et de l'autre, vous lui expliquez ce qu'il risque d'un point de vue santé. Parce que l'adolescent qui est dans son paradoxe, qui est dans le « je suis un adulte, je suis un grand », reste aussi un enfant quelque part, et il attend de vous que vous le responsabilisiez, que vous lui permettiez de se rendre compte par lui-même ce qu'il est en train de faire. Donc, un joint, même pris innocemment, n'est pas si innocent que ça, puisque il va créer une addiction à un moment donné. Je fais ça par effet de mode. Il n'y a pas de mode à se détruire, puisque le seul chemin que ça amène, c'est la dépendance. Et c'est extrêmement dur de sortir de la dépendance. C'est pas impossible, mais c'est très long. Donc, autant faire en sorte que qu'il ne rentre pas dans ce schéma de destruction. Vous n'en êtes pas au stade de la désintox, je vous rassure. Vous en êtes juste au stade de « il s'expérimente ». À ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est communiquer. Lui rappeler aussi que vous êtes ses parents, que vous l'aimez, que vous êtes là pour lui, que votre rôle, c'est de veiller sur lui, de lui poser des cadres, tout en lui accordant des libertés. Mais on est bien d'accord, à 15 ans, il n'a pas les mêmes libertés de sortie qu'à 17 ou 18. Donc, on augmente, mais c'est pas encore un adulte. Il n'est pas majeur, il n'est pas indépendant, il ne vit pas chez lui, il vit chez vous. Donc, il se doit d'avoir de respecter vos règles de vie, sans être rigide. Vous voyez, c'est vraiment un point d'équilibre à avoir et à établir. La communication, la non-accusation, l'implication. Exemple, si chez vous, il y a beaucoup trop de conflits, invitez-le à passer un an chez ses grands-parents. Parce que bizarrement, ça arrive très, très, très souvent que les parents ont besoin avec l'adolescent de prendre de la distance. Donc, passer un an chez les grands-parents, pour lui, ça va être génial. Ouais, papy, mamie sont géniaux. Oui, mais sauf que papy, mamie sont d'une ancienne époque et les règles, elles sont encore plus carrées. Et bizarrement, l'adolescent respecte plus les règles venant des grands-parents que des parents. Ne me demandez pas pourquoi, c'est un phénomène naturel presque. Donc, des fois, il peut être salutaire de savoir prendre des décisions. Mais vous ne dites pas, je t'envoie chez mamie ou je t'envoie chez papy parce que c'est pas possible. Non, non. Il faut dialoguer. Si l'enfant vous dit qu'il vous aime et que là, ça va pas, vous ne communiquez pas, vous n'y arrivez pas, vous proposez des solutions. Est-ce que tu veux qu'on aille faire une thérapie familiale? Oui, non. Est-ce que tu veux aller chez papy, mamie pendant un an parce que ça te ferait du bien, etc. Bien sûr, papy, mamie, vous le prévenez de ce qui se passe. Ils vont avoir un autre comportement puisqu'évidemment, les grands-parents ont un rapport ils sont habitués à les chouchouter, à leur apporter du bien, etc. C'est dans le cadre où vous avez un cadre familial cohérent, sain, structuré, bienveillant et qui pourra vous accompagner et accompagner l'enfant. Si ça n'est pas le cas, évidemment, on oublie cette idée. Donc, en fait, il faut vraiment inclure votre enfant dans la solution. Donc ça, c'est dans l'idée où l'enfant est totalement capable d'entendre. Parce qu'évidemment, il faut bien comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, quel est le message et quelle est la souffrance. Parce qu'il y a une souffrance, il faut l'entendre, cette souffrance, et y répondre. Donc la thérapie familiale, comme je vous ai indiqué, 1 an chez les grands-parents, 1 an en pensionnat, même si le pensionnat n'est pas ma solution préférée, puisque là, vous ne savez pas s'il va fumer ou pas fumer, donc c'est vraiment à éviter. Et enfin, s'il n'y a pas de dialogue,
parce que c'est possible aussi, que vous ayez un adolescent qui va se braquer, qui ne veut absolument rien savoir, etc. Là, je vous invite à vous rapprocher d'associations spécialisées dans ce genre de comportement qui vont vous orienter sur des spécialistes, puisqu'il existe des psychologues spécialisés sur les adolescents, évidemment, et d'autres qui sont spécialisés sur les drogues, donc ou spécialisés sur les deux, évidemment. Là, c'est important de vous orienter vers des professionnels. Ne restez pas dans l'idée de vous dire que c'est un ado, donc ça passera. C'est faux, parce que ça ne passe pas tout seul. On ne sort pas de ça tout seul. On a besoin d'aide, qu'elle soit familiale ou thérapeutique, mais on a besoin d'aide. N'enfermez pas votre enfant dans une salle en vous disant que ça va être sevré. Le sevrage va se faire tout seul, c'est pas vrai non plus, parce que c'est extrêmement violent. Rappelez-vous que si quelque chose l'a amené là, c'est qu'il a un besoin. Il faut trouver ce besoin et répondre à ce besoin. Besoin d'attention, sentiment de manque d'amour, parce que des fois, même si vous l'aimez, vous le verbalisez pas, un adolescent n'est pas censé deviner que vous l'aimez dans le silence. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il peut être harcelé, il peut être victime de raquettes, il peut y avoir 10 000 sources. Hein. Donc, à partir de là, vous devez faire appel à un intervenant extérieur pour vous aider à sortir de cette situation actuelle et entourer votre enfant d'amour, puisqu'il en a vraiment besoin, posez les limites avec lui et voyez comment le dialogue est. Parce que c'est important de savoir qu'il y a un dialogue. S'il y a une communication, vous allez lui dire, ben voilà, je vais quand même me rapprocher de tes professeurs pour savoir comment ça se passe. Parce qu'évidemment, à un certain âge, vous ne recevez plus les bulletins scolaires, vous les avez plus de la même manière. Rapprochez-vous des professeurs. Rapprochez-vous de ses copains pour savoir s'il a changé de copain, s'il a toujours le même réseau, etc. Parce que si vous avez un certain nombre de signes en présence, le regard vague, le désintérêt scolaire, le changement d'école, etc., il sèche les cours, là, c'est qu'il y a vraiment à vous alerter et vous rapprocher de professionnels. Par contre, s'il y a le dialogue, ben vous lui dites que vous serez là, que vous allez veiller sur lui, qu'il ne faut pas qu'il accepte le 1er joint qui est offert, qu'il ne partage pas un joint non plus, parce que c'est un cercle non pas vertueux, c'est un cercle vicieux. Et fumer, c'est pas être tendance. Fumer, c'est rentrer dans un schéma de destruction. Ne pas oublier que pendant l'adolescence, on continue de grandir, on est en croissance, le cerveau se construit, il n'est pas fini et les séquelles peuvent être dramatiques, elles peuvent se répercuter 15, 20 ans, 30 ans plus tard. Donc, responsabilisez votre enfant au maximum. Maintenant, grâce à YouTube, vous pouvez avoir accès à plein de vidéos. Montrez-lui, en fait, montrez-lui. Il est assez intelligent pour, entre guillemets, faire marche arrière quand on en est au stade du 1er juin. Quand on en est au stade du 1er juin ou shit ou autre, premier, même l'alcool, puisqu'une addiction reste une addiction, d'accord? Donc, soyez vraiment vigilants, sans être dans l'enfermement, soyez dans la communication et selon le stade dans lequel il est, faites intervenir un professionnel. Et vous avez des associations qui sont très, très, très bien référencées sur Internet et qui sont là pour vous renseigner. Il y a des services qui fonctionnent, je crois, de 8 heures du matin à 2 heures du matin. C'est des numéros, vous savez, comme les numéros anonymes. Hein. Ils peuvent déjà vous orienter. Parlez-en au médecin traitant. Voilà. Soyez vraiment dans une dynamique de chercher une solution. Et surtout, ne vous dites pas « je l'ai fait ». Oh, ben, il va s'en sortir, c'est faux. Et ne lui parlez pas des frasques que vous avez vécues dans votre jeunesse, parce que, je répète, la dose de THC d'aujourd'hui, c'est 20 fois plus concentré que ce qu'il y avait il y a 15-20 ans en arrière. Donc, en somme, vous imaginez ce que ça représente un joint d'aujourd'hui avec un joint d'il y a 20, 30, 30 ans, 40 ans. Pas de comparaison. Ne lui parlez pas de ce que vous avez fait. Ça n'a pas d'intérêt parce qu'au contraire, pour lui, vous êtes un parent. Donc, un parent, c'est la rigueur, c'est la droiture, c'est le cadre. Donc, il n'a pas besoin de savoir ce qui s'est passé dans votre vie. Voilà. J'espère que je vous ai apporté un certain nombre d'éléments. J'espère que vous y arriverez et je vous souhaite plein de courage, Émilie. Gardez confiance, entourez votre enfant d'amour et prenez les bonnes décisions. N'abandonnez pas, ne démissionnez pas et soyez présente pour lui. À bientôt. Belle soirée à tous et à toutes. Merci beaucoup Amel pour ces précieux conseils, parce que je pense que malheureusement Émilie n'est sûrement pas la seule dans ce cas-là, et c'est voilà, c'est un passage qui est un petit peu difficile à gérer, mais ça se gère avec la discussion et puis voilà, la mise en place de tous les conseils d'Amel. C'est les grands-parents qui vont être contents. Alors,
Si vous voulez envoyer un mail à Amel pour pouvoir partager avec elle et avec nous, trouver une solution à vos problèmes, une seule adresse, amelblanc18@gmail.com. À la semaine prochaine.